Dimanche dernier, vous avez suivi en exclusivité l'entretien avec le chef de l'État centrafricain. Le professeur Faustin Archange Touadéra s'est exprimé pour la première fois sur les antennes de Foyo Média. Le locataire du Palais de la Renaissance s'est ouvert donc sans tabou de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance aux questions internationales en passant par la crypto-monnaie Sangocoin, le projet de la révision constitutionnelle et la levée de l'embargo sur les armes. En tout cas, nous décrypterons tout ceci dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média, vous nous suivez sur les satellites Eutelsat et Amos, en radio sur la fréquence 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, et d'autres bien sûr nous suivent sur toutes les plateformes des plateformes digitales, j'y arrive, Facebook, YouTube, en tout cas vous êtes nombreux de ce côté-là et tout cela nous honore. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque pour parler d'une question très importante. Vous l'avez suivi, donc, comme je le disais dans les propos liminaires, depuis dimanche, l'interview, sinon l'entretien exclusif du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, sur nos antennes. On va essayer de décrypter cela avec un internationaliste. Il a plusieurs casquettes de toutes les façons. Je préfère garder celui-là. Je vous le fais découvrir tout de suite. Il s'agit d'Adrien Bonny et Bombo. Bonsoir, monsieur Adrien Bonny et Bombo. Bonsoir, Bachir. Merci de nous honorer de votre présence. Je suis très heureux d'être là. Dois-je dire aux téléspectateurs les autres casquettes ou bien je m'arrête à l'internationaliste? Ça ira. D'accord. Merci. Merci en tout cas de nous faire cet honneur et bien sûr en face de vous, notre consultant permanent. Il est là à chaque fois qu'on a besoin de lui et d'ailleurs tous les jours. Il s'agit de Jonathan Batengene. Dio, bonsoir. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam, bonsoir, Excellence. Bonsoir, merci. Monsieur l'international. Voilà. Préféré comme ça. Très bien. Oui. C'est un plaisir. On vous souhaite un très bon séjour dans la ville de Douala. Merci. Chez vous, chez nous, au Cameroun. Merci. Le vol n'a pas été très séquent. Non. Toujours très heureux d'être par ici et de venir vous rencontrer, vous Bachir, et aussi ce consultant permanent que nous suivons depuis un moment et qui a des pertinences dans ses propos, notamment sur l'Afrique, sur la Centrafrique plus particulièrement. J'espère que Bachir ne me met pas en duel, mais en complémentarité. Non, il s'agit évidemment d'un duel en tout cas. C'est un tandem. Nous voulons juste décrypter. Le président a parlé, donc on l'a écouté, d'autres pas. Alors pour ceux qui avaient manqué la première diffusion et les autres même, c'est une séance de rattrapage, mais cette fois-ci, on aura le plaisir d'essayer de mettre tout cela sur la table et d'en discuter. Avec vous, téléspectateurs, avec la complicité de la réalisation, on va suivre l'intégralité de cet entretien. On revient juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien exclusif sur les antennes de Foyo Média. Nous sommes avec son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en co-présentation avec Sike Doumbé en ce jour de fête. Merci une fois de plus, Monsieur le Président, de nous recevoir chez vous. Merci, c'est nous qui sommes très heureux de vous accueillir en ce jour solennel pour nous. Exactement, vous faites bien de le dire, Monsieur le Président. Un jour solennel. Permettez-nous une fois de plus de vous souhaiter une chaleureuse fête de l'indépendance. Alors, 62 ans, c'est un long chemin parcouru, Monsieur le Président. Quel bilan faites-vous de votre pays après ces 62 années de liberté? En tout cas, merci pour l'opportunité que vous me donnez. 62 ans, c'est déjà beaucoup d'années. La République centrafricaine a eu des bons moments et aussi des moments difficiles, comme la vie de toute nation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, c'est vrai, le passé va nous permettre de moments de réflexion, mais c'est davantage de regarder l'avenir. Et nous sommes
pensons que nous avons un avenir promoteur et que la République centrafricaine, le peuple centrafricain, pendant ces moments difficiles, a fait preuve de résilience. Il y a eu des bons moments aussi dans le passé, mais ces dernières années, nous avons connu des moments difficiles. Mais nous pensons que cette sombre page de notre histoire est derrière nous. Et donc aujourd'hui, la République centrafricaine se construit avec une vision nouvelle, avec sa jeunesse qui est engagée à changer de paradigme pour vraiment son épanouissement et son développement. Quelle est la recette de Monsieur le Président? Aujourd'hui, on vit dans une Centrafrique libre et calme, une Centrafrique qui a pu, grâce à votre travail, reconquérir plus de 98% de son territoire qui était jadis occupé par des rebelles. Oui, c'est vrai que, comme je viens de le dire, nous avons traversé un moment difficile. Et quand vous avez vu, j'avais pris mes fonctions en 2016, c'était dans des moments très, très, très difficiles. Et je vous ai dit, nous avons vraiment apprécié la résilience du peuple centrafricain et qui, avec courage et détermination, a vraiment envie de changer les choses. Et pour ça, nous avons aussi eu le soutien de la communauté internationale, soutien des pays voisins, de nos organisations sous-régionales qui nous ont appuyés, renforcé la résilience du peuple centrafricain. C'est vrai que tout n'est pas encore rose en termes de... Mais nous avons progressé, il y a eu des avancées. Et c'est sur ces avancées qu'aujourd'hui, le peuple fonde beaucoup d'espoir pour améliorer ses conditions de vie. Et eux, ils voient la réalité, parce que vous parlez de recettes, mais je dis la vérité. Eux-mêmes, ils vivent. Et donc, ils pensent que les voies que j'ai proposées, que je continue d'y travailler, c'est une bonne voie. C'est pas facile. Il y a encore des difficultés, des gens qui n'y croient pas, mais la majorité de nos populations croient à cette vision et c'est pour ça que j'ai été élu aux dernières élections. Monsieur le Président, parlons à présent du Sangokoin. Du moins, les projecteurs sont braqués sur la Centrafrique depuis que vous avez lancé officiellement ce projet, le Sangokoin. D'où vous êtes venu cette idée et pourquoi avoir lancé ce projet? C'est vrai que c'est un sujet très important qui soulève beaucoup de débats. J'ai eu à le dire dans mes propos hier, mais vous savez que nous devions sortir des sentiers battus. Nous devions avoir d'autres visions et saisir des opportunités qui se présentent à nous pour voir. C'est vrai que c'est des voies qui ne sont pas encore expérimentées. Eh bien, nous n'avons rien à perdre au jour d'aujourd'hui. Nous avons tout à gagner à nous engager dans une voie avec conviction. Et je pense, en lançant l'initiative Sangokoin, on a une belle opportunité. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui critiquent, qui donnent des avis en disant que la République centrafricaine veut faire le blanchiment d'argent en utilisant la crypto-monnaie et tout autre. Mais au regard de notre économie et des activités économiques, pour parler de blanchiment d'argent, il faut avoir quelque chose pour lessiver ces machines. Mais quel type d'activité on peut faire ici pour lessiver de l'argent? Nous avons à peu près, en gros, un budget très faible de 300, peut-être à peu près 300 milliards de francs CFA par an, qui est très faible, même par rapport à la sous-région. Mais avec ce budget, avec quel on va blanchir quel argent, avec quelle activité. Et pour la plupart, disons, ce budget est couvert presque pour la moitié de la contribution d'un certain nombre d'appuis. Mais comment on va blanchir ces... On parle également d'évasion fiscale. Bon, mais écoutez, vraiment c'est ridicule. C'est ridicule. Hein? Donc, nous balayons ça de revers de main. C'est des gens qui veulent discréditer le projet ou qui ont d'autres choses, veulent que la République centrafricaine échoue dans ce cadre-là. Mais nous ne gardons pas ça. D'autres pensent que, évidemment, la couverture, ou tout au moins le taux de pénétration d'Internet est faible, nous avons des problèmes d'énergie. Mais ça, c'est la situation d'aujourd'hui. La RCA ne va pas rester comme ça.
va progresser. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de développer un projet sur le backbone, c'est-à-dire que la fibre optique qui va commencer, et nous avons aussi, disons, des réseaux téléphoniques qui couvrent à peu près le pays, on peut l'utiliser, mais principalement, nous pensons que à travers l'initiative de Samocoin, nous voulons capter des investissements. C'est-à-dire qu'à travers ça, nous pouvons mobiliser des investisseurs qui, de leur lieu, sans se déplacer, peuvent investir dans nos projets de développement, dans les projets d'infrastructure et la tokenisation de nos ressources. Parce que vous savez que la puissance africaine a quand même une potentialité en matière de ressources naturelles, mais qui malheureusement n'est pas exploitée. Aujourd'hui, on parle de ça, mais s'il y a toujours une exploitation, on n'est jamais arrivé à une exploitation industrielle de ces ressources. Il n'y a que, surtout aux ressources minières, il n'y a qu'une exploitation artisanale qui ne profite pas à l'État, parce que beaucoup de ces produits d'exploitation artisanale, eh bien, ces produits alimentent les circuits frauduleux, hein, et qui ne rapportent rien à l'État. Et je pense que ça, c'est aussi une possibilité, à travers son initiative, de mettre en valeur ces ressources au profit de la République centrafricaine, et aussi des projets d'infrastructure. Vous regardez la ville aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup en termes de logement, nous avons besoin aussi des routes et tout ça. Donc, à travers ça, à travers ces projets, nous pouvons mobiliser des ressources à travers la monnaie numérique, hein, et la technologie blockchain pour financer ces projets. Bon, c'est ça que nous sommes en train de regarder. Évidemment, vous savez que une telle idée, une telle vision venant d'un pays pauvre, ça suscite un peu de méfiance. Mais nous disons que nous sommes confiants et nous pensons que c'est un bon projet, et nous demandons à un certain nombre d'investisseurs de venir. Il y a moyen d'investir ici, de faire développer un pays, et je crois que c'est une philosophie, une nouvelle philosophie financière, numérique d'ailleurs, que nous demandons de soutenir. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a eu des débats également sur la question à travers la BEAC, à travers le Fonds monétaire, et tout ça. Mais c'est parce que, on n'a pas donné plus d'explications, mais en donnant des explications sur notre motivation. Ce n'est pas forcément de sortir de la zone, non. Mais c'est capter des investissements, hein, que nous cherchons. Et je pense que après des explications techniques et tout ça, toutes ces institutions sont résolues à dire, écoutez, votre vision, ça peut marcher, mais nous devions, avec vous, nous attabler pour discuter sur certains aspects à éclaircir. Évidemment, c'est une vision nouvelle, ça suscite des inquiétudes, des interrogations, mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Monsieur le Président, à ce jour, est-ce que vous avez un nombre bien défini d'investisseurs potentiels ou même d'investisseurs tout simplement qui se sont engagés dans ce domaine? C'est vrai, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, je l'avoue, beaucoup de gens qui nous approchent et qui veulent travailler et qui veulent pousser, parce que aussi c'est une philosophie. Il y a des gens qui sont dans la crypto-monnaie, qui nous encouragent et qui pensent que nous voyons juste sur cette question, et pour même d'ailleurs pour le principe, veulent nous soutenir. Hein, parce que, quand on est pionnier dans quelque chose, ça emporte aussi des gens qui croient en ça. Et c'est vers cela que nous faisons les clins d'œil, nous leur demandons, comme ils défendent des idées, il faut qu'ils viennent nous soutenir. Est-ce que du PDG de Binance? Oui, nous avons rencontré, vous savez, Binance est l'une des plateformes mondialement connues et qui est une plateforme sérieuse, connue de tout le monde. Et donc, nous avons eu à échanger tout dernièrement
avec le PDG. Et, je crois que nous avons discuté sur un certain nombre d'aspects. Il y a des possibilités de coopération qui se mettent en place, comme lui-même il a posté. Monsieur le Président comprend bien que ce projet va changer la vie de la population en République centrafricaine. Nous y croyons, nous y croyons. L'on ne saurait parler du Sangokwa, Monsieur le Président, sans faire référence au franc CFA. Vous avez parlé tout à l'heure de ces institutions financières qui ont émis des critiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine veut sortir du franc CFA? Non, je voulais préciser que ce n'est pas notre vision de sortir de la sous-région, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les gens nous ont fait des critiques en disant que si vous n'avez un taux de pénétration Internet très faible, vous n'avez pas assez d'énergie. Non, notre ambition, ce n'est pas... et nos populations, ce n'est pas pour que une ménagère aille acheter des légumes avec le Sangokwa, ce n'est pas notre vision. C'est pas ça. Donc, écoutez, dans un coup, c'est pas notre vision de sortie de là. Et c'est pour ça qu'on a donné plus de garanties pour respecter nos engagements en ce qui concerne nos engagements avec notre zone. Seulement, il y a des clarifications à faire par rapport au développement de cette monnaie numérique, et qui était d'ailleurs, parce que quand les conventions étaient signées, il n'y avait pas encore les monnaies numériques. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir comment l'intégrer dans les dispositifs, comment faire pour que, d'ailleurs, la BA, le conseil d'administration a suggéré une réflexion sur les monnaies communes. Donc nous sommes heureux de pouvoir ouvrir le débat. Et il y a un certain nombre de partenaires aujourd'hui qui pensent que avec le vote de la loi, la République centrafricaine a ouvert le débat. Qu'est-ce qui est bien? C'est le débat, c'est des échanges. Hein? Il faut susciter la question, mais il faut vaincre la réticence. Il y a des gens qui sont pas... Il faut aller vers le progrès. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les monnaies numériques, on ne peut plus dire qu'on va bloquer. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc il faut réfléchir comment l'intégrer dans nos réflexions futures. Et ça, on ne peut plus l'arrêter. Ça, c'est une réalité. Que ceux qui mènent des débats en arrière, c'est pas ça le progrès. Il y a quelque temps, on ne parlait pas d'informatique, on ne parlait pas de téléphone, on ne parlait pas Mais aujourd'hui, c'est ça qui gère notre quotidien. Mais demain, les crypto-monnaies vont entrer. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'au lieu de réfléchir, de voir comment on peut progresser, d'autres travaillent pour nous bloquer. C'est ça le côté qui est... Ça ne vous fait pas peur, Monsieur le Président? Est-ce que vous n'avez pas peur? Bon, je regrette que les gens passent comme ça. Le fassent pour bloquer un pays, parce qu'il faut que le projet échoue, parce que c'est un petit pays, pourquoi ils pensent... Et il y a certains même de chez nous, des compatriotes, qui disent, mais la République centrafricaine est un pays pauvre et tout ça, ils osent parler de ça alors que... Mais comment on peut réfléchir comme ça? J'imagine que vous devriez être déjà préparé à ça, Monsieur le Président. En lançant ce projet, vous saviez qu'il pourrait y avoir des contre-offensives. Oui, bien sûr, mais pas jusqu'à ce niveau-là. De combattre, de faire échouer, de mettre des garde-fous, disons, pas ça en tout cas. Moi, je pensais que c'est vrai, il peut y avoir des réticences, parce que c'est nouveau, c'est un concept qui n'est pas connu de tout le monde, mais les gens devaient être aussi alertes pour dire que, bon, ben, je ne comprends pas, cherchons à comprendre. Hein, au moins ça, d'être positif. C'est ça. Et pour le faire comprendre, il faut bien passer justement par une communication positive, Monsieur le Président. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Et d'ailleurs, à travers votre interview, c'est une occasion que vous me donnez. Je ne me suis jamais exprimé sur la question de manière, sauf lors des présentations et trucs comme ça. Mais je le fais avec conviction. Monsieur le Président, parlons de toute autre chose à présent. La République centrafricaine a une constitution. Elle date de mars 2016. Mais de cette constitution, un député de la nation est allé vers le Parlement pour demander sa révision, voire même une nouvelle constitution, ce qui a été approuvé par le bureau de l'Assemblée nationale. Et ma question est de savoir quel est votre avis sur cette constitution qui crée quand même beaucoup de débats ces derniers temps. Mais vous savez,
Nous sommes en démocratie et notre loi fondamentale, moi j'ai prêté serment sur la Constitution. Je dois la respecter dans les lettres. Et la révision constitutionnelle, notre constitution prévoit des dispositions pour faire ça. Et je crois que les députés ont tout à fait le droit, parce que dans la constitution, la révision, et l'Assemblée nationale concurremment et le président de la République peuvent procéder à cela. Bon, les députés ont tout à fait le droit, suivant la Constitution, de proposer des textes. Et bon, moi, c'est ce que j'ai dit hier, j'ai suivi, je suis comme tous les Centrafricains, et ce débat, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a envoyé donc des avis, comme l'a prévu demander l'avis du gouvernement. Le gouvernement, je crois, a transmis son avis. Ce n'est qu'un avis qui n'engage pas forcément l'Assemblée nationale. J'ai écouté aussi des manifestations de beaucoup de nos compatriotes qui demandent la révision ou une nouvelle constitution. J'écoute le débat comme tout le monde, mais je ne peux pas, en tant que président de la République, ne pas prêter l'oreille et écoutez, bon, nous prenons acte. Aujourd'hui, cette question revient donc à l'Assemblée et au gouvernement. Et ils vont s'attabler pour y donner suite. En tout cas, moi j'ai écouté ce que mes compatriotes ont dit. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le 29 juillet dernier jusqu'au 31 juillet 2023 l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine, mais tout en précisant que ces mesures ne s'appliquent pas aux livraisons d'armes et de munitions, de véhicules de matériel militaire destinés aux forces de sécurité centrafricaines. Et là, je les cite. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que l'aspect sécuritaire en RCA va changer? Du moins, qu'est-ce qui va changer dans le pays? Mais vous savez, c'est une victoire très importante pour la République centrafricaine. Ça fait depuis ma prise de fonction, j'ai dénoncé cet embargo. J'ai dit que cet embargo est injuste. Comment nous sommes à l'ordre constitutionnel? L'armée nationale, l'armée est une institution qui a une mission régalienne de protéger la population. Mais comment continuer à mettre un embargo sur les forces régulières? Si c'était vrai à un moment donné, je comprendrais. Mais aujourd'hui, il y a le retour à l'ordre constitutionnel. On a une armée qui est en reconstruction, une armée républicaine, soutenue par les partenaires, pour permettre justement de défendre. Ça, c'est le rôle de l'armée nationale. Mais empêcher l'armée de disposer, d'avoir les moyens de sa mission, je ne comprenais pas ça, je dis que c'est injuste. C'est injuste, c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Et nous avons été soutenus par l'Union africaine, par la CRJL, par la CEAC. Et là, la République centrafricaine a bénéficié d'un élan de solidarité sur cette question. Quoique certains pays ont voulu tirer pour donner des... Mais comment voulez-vous, si nous n'avons pas les moyens, défendre nos populations? C'est la première mission d'un gouvernement, d'un président, c'est protéger sa population. Mais si on n'a pas les moyens de le faire, et ça, je vous dis, rien n'est fait contre les groupes armés. C'est depuis 2013 là. Ils continuent mais ces munitions, ces armes qu'ils utilisent, et même ces groupes armés ont des armes de calibre plus élevé que l'armée. Alors, comment voulez-vous que l'armée puisse protéger la population s'il n'a pas les capacités? Et ces groupes armés, où est-ce qu'ils trouvent ces armes? On n'en fabrique pas en Centrafrique. Mais il n'y a rien qui est fait pour arrêter. Ils traversent bien des États, des machins, ils achètent ça quelque part, puisque nous n'en fabriquons pas. Et depuis tout le temps, ils utilisent pour tuer des gens. Et nous avons dénoncé, nous avons été compris par les chefs d'État africains, à l'Union africaine, au CRJL et tout ça, pour dénoncer. Certains chefs d'État ont été au Conseil de sécurité pour le dire de vive voix. Je voudrais citer le président Lorenzo et le président Denis Sassou Nguesso qui avaient pris une résolution d'aller parler de ça.
Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains nous ont soutenus. Les pays de A3 qui siègent au Conseil de sécurité ont soutenu la République centrafricaine. Certains pays comme la Chine, la Fédération de Russie, les Émirats arabes unis, tout ça ont soutenu la République centrafricaine contre vraiment cette mesure qui est injuste. Mais nous sommes contents. Et là, ça va plus donner de possibilités de petit à petit pour que vraiment l'armée nationale puisse avoir les moyens de se déployer. Quel regard portez-vous sur l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine? Écoutez, nous avons souvent des problèmes ici. Vous voyez bien que nous parlons des questions concernant la République centrafricaine a aujourd'hui des grands défis. Et il y a encore des bruits dans nos frontières, il y a encore les groupes armés qui agissent et nous préoccupons de ces questions. C'est vrai que tout le monde, nous sommes impactés par cette crise aujourd'hui en ce qui concerne, disons, les hydrocarbures, où on a des difficultés, il y a des problèmes de pénurie. Bon, et tout ça, donc, écoutez, nous préoccupons nous avons plus à nous occuper parce qu'aujourd'hui, quand on venait ici, on a des problèmes d'approvisionnement, on a des problèmes de carburant, on essaie de gérer cette situation. Voilà comment nous percevons cette crise ici, chez nous. Ici. Comment vous gérez donc ces conséquences-là Mais vous savez que d'abord, nous avons une situation difficile. Vous voyez la position de la République centrafricaine qui est un pays enclavé, qui n'a pas de littoral, donc c'est difficile. Et aussi, même tous ces pays ont aussi des difficultés. Et nous ne produisons pas de pétrole. Nous ne sommes pas un pays pétrolier. Nos voies d'accès sont difficiles. Donc, la situation est très difficile en ce qui nous concerne. C'est pour cela que nous demandons donc à nos compatriotes de comprendre. Et jusque-là, nos compatriotes comprennent qu'effectivement, compte tenu des difficultés, d'ailleurs, cette crise bien avant, la crise sécuritaire, que nous sommes en train de gérer, et ensuite la crise sanitaire, qui a eu aussi des effets, des impacts sur, disons, l'approvisionnement et tout ça, et même la situation nationale, et s'ajoute encore cette crise ukrainienne qui aujourd'hui, avec les sanctions, nous met dans des situations difficiles, et notre économie qui est basée sur la fiscalité, aujourd'hui, il y a un impact vraiment négatif sur notre économie, mais on essaie avec beaucoup plus de mobiliser les ressources internes. Alors c'est pour cela que le gouvernement est actuellement en séminaire gouvernemental pour recadrer, voir comment optimiser, disons, la mobilisation des ressources internes, même les ressources non fiscales et tout ça, comment les drainer pour renforcer la mobilisation des ressources internes afin de faire face aux défis que nous lance aujourd'hui, que nous avons à travers cette crise ukrainienne. Et justement, parlant de cette crise, Monsieur le Président, il y a des difficultés, il y a la crise, tout comme les autres pays africains. La SCA a également subi des conséquences, mais la SCA a aussi pris position, ou du moins prend position. Le pays s'est abstenu, par exemple, à voter plus ou moins contre la Russie. Écoutez, vous embrayez sur... nous avons fait un choix. Nous avons voté en âme et conscience, nous avons nos représentants au niveau qui ont fait ce choix par rapport à notre vision des choses. Nous ne comprenons pas, nous prenons position par rapport à tel que... du président français Emmanuel Macron. Mais écoutez, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là. Vous savez qu'il faut laisser passer un certain nombre de choses. Monsieur le Président, plusieurs dirigeants et représentants des grandes puissances ont effectué des tournées sur le continent africain ces dernières semaines. En l'occurrence, le président Emmanuel Macron de la France, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Mais pourquoi l'Afrique intéresse tant ces grandes puissances, Monsieur le Président? Mais l'Afrique, c'est le continent d'avenir.
c'est un continent, le continent d'avenir. Il y a beaucoup de potentialités en termes des échanges commerciaux, il y a des ressources, et comme tous les autres pays, les grands pays veulent avoir des possibilités de coopération, de partenariat avec les pays africains. Je pense que, et c'est ce qui est tout à fait normal, aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de potentialités. Hein, et c'est pour ça que ces potentialités intéressent ces États, même au point de vue des échanges, au point de vue des ressources. Hein, et aussi, c'est un continent d'avenir. Nous avons un continent qui est très jeune. Il y a beaucoup la jeunesse aujourd'hui est une jeunesse très dynamique et nombreuse, c'est l'avenir. Donc tout ça, ça intéresse les pays, les grands pays qui veulent se positionner en termes de coopération sur le continent. Et comment les Africains pourraient-ils capitaliser justement cette guerre des grandes puissances pour ne pas être quand même, une fois de plus, victimes sur leur propre territoire? Mais nous avons, je crois qu'il y a la réflexion qui a été portée aussi au niveau de l'Union africaine. Nous avons créé une zone de libre-échange continentale. Ça, ce sont des réflexions, comment nous pouvons coopérer entre nous pour renforcer et que l'Afrique doit parler d'une seule voix pour capitaliser et puis voir ses intérêts. Je pense que ça, aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. C'est vrai que nos dévanciers ont pris, certains hommes ont une vision, mais compte tenu du contexte actuel, il y a des nouvelles visions, il y a une prise en main, il y a aussi de nos réalités et le fait que l'Afrique veut parler d'une seule voix. Et ça, c'est très important par rapport aux différents continents. Il faudrait qu'on s'unisse et pour défendre nos intérêts et puis aussi porter nos problèmes. Notamment, par exemple, la participation de l'Afrique au niveau des Nations Unies. Il y a des grandes questions sur lesquelles on doit être unis pour porter la voix de l'Afrique. Président, une fois de plus, bonne fête et que ce soit le début de quelque chose de merveilleux pour la RCA. Que Dieu vous entende. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. C'était le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et chef de l'État, qui s'exprimait sur les antennes de Foyo Média. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Et bien, la suite, c'est donc avec nous sur le plateau. Merci à Liga, bien sûr, et Signé Pierre qui assure la réalisation ce soir. Messieurs, on a écouté le président Faustin Archange Touadéra. Je voudrais commencer par lire un message. Il nous vient de notre ami Lamine Diop. Il me dit, Bachir, il m'a écrit un inbox, il faut aussi le relever et le spécifier durant cette émission. Il faut saluer ces chefs d'État patriotes qui s'expriment sur des chaînes internationales africaines et non chez les autres. Merci en tout cas Lamine Diop pour ce coucou. En tout cas, le professeur Faustin Archange Touadéra, il en a l'habitude, il s'est exprimé partout où nous sommes et c'est tout à notre honneur. Très cher Adrien Boni et Bombo, comment vous analysez de manière générale les propos du président durant cet entretien? Bachir, merci encore une fois de m'accueillir et également merci Jonathan d'être là. Parce que l'intérêt d'une telle émission, c'est que nous soyons en complémentarité. Alors, comment est-ce que j'analyse? Moi, je crois qu'il faut regarder le discours du président sous plusieurs angles. Et ce décryptage est d'intérêt pour nous, dans le sens de ce que vous avez eu un échange de haute franchise avec le président. Le président a commencé effectivement par parler de la célébration de l'indépendance de la Centrafrique. 62 ans. C'est 62 ans. Oui. Et je crois que le président, quand il vous parle d'indépendance, il parle de l'indépendance politique, il parle de la souveraineté de la République centrafricaine retrouvée. Et il y a une marche qui s'installe aujourd'hui dans le sens du retour à la souveraineté sécuritaire de la République centrafricaine. Il parle de la souveraineté économique de la République centrafricaine. En posant l'hypothèse, n'est-ce pas, de la question
du Bitcoin comme étant une formule qui doit servir les États aujourd'hui un peu plus que hier. Et bien évidemment, le président fait aussi le tour des questions internationales qui sont aujourd'hui de grande actualité. Donc je crois qu'on a un président qui est complet dans sa démarche et il est important de bien comprendre, à mon sens, le message qui est passé par le président Touadéra. Premièrement, sur les questions de souveraineté sécuritaire, il faut bien qu'on se rappelle d'où on vient. Oui. Bachir, c'est très important. Il a dit que le pays, quand même, a traversé beaucoup, mais alors beaucoup de périodes difficiles. Bachir, nous étions dans une situation d'état fantôme. Oui. Le président Touadéra arrive à un moment où, effectivement, on est dans l'inexistence de l'état de droit. La souveraineté de l'État ne s'appliquait presque sur aucun des espaces territoriaux que compte la République centrafricaine. Il y a des choses qui sont des déterminants qui sont factuels. Oui. Aujourd'hui, en 6 ans, la République centrafricaine retrouve plus de 90% de son territoire, donc sa souveraineté sur pratiquement l'ensemble du territoire. S'il y en a qui sont à douter d'un bilan, il est bien là. Ce sont des faits, c'est concret. Alors, ça n'a pas été facile pour le président de positionner une telle équation. Mais ce qui est important pour les populations centrafricaines, c'est qu'elles constatent aujourd'hui qu'elles ont la liberté de circuler, chose qui, depuis très longtemps, n'apparaissait pas comme une évidence. Donc, je crois qu'il faut déjà saluer cette question. Après, je ne vais pas prendre le temps d'un monopole pour approfondir. Je vais laisser... Pourquoi pas pour une première lecture, pourquoi pas. Alors, commencer Jonathan. par cette lecture et puis revenir. Jonathan. Oui, Je veux préciser quand même quelque chose de très important qui est assez rare. Le président Touadéra a accepté cet entretien sans demander un protocole d'interview. Ce qui n'est pas très souvent le cas. Donc, vous voulez l'interview? Oui. Venez, on va faire l'interview. C'est tout. Donc, voilà. D'abord, Bachir, je vais saluer le professionnalisme, Oui. que ce soit des techniciens, particulièrement saluons notre frère et ami, M. Yannick Son, Oui. qui, dans le cadrage, est resté en professionnel à tous les niveaux. La qualité d'image. Pourquoi j'insiste sur ces détails? Eh bien, pendant longtemps, les chefs d'État africains se sont fait prendre par des médias internationaux au prétexte que ceux-là avaient de meilleurs professionnels que ceux d'Afrique. Voilà une interview qui ne souffre d'aucune critique, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Il faut saluer cela. Il faut saluer également la posture, le respect. Quand vous suivez la démarche, le questionnement, que ce soit avec vous particulièrement, Bachir, ou bien avec Madame Doumbé Siké, il y a le respect de la personnalité, de l'autorité que nous interrogeons. Une chose qui contraste cette fois-là encore avec ce qui se faisait par le passé. On avait des gens qui étaient des journalistes plutôt arrogants, qui arrivaient devant un chef d'État et avaient l'impression qu'il c'était une scène en sa faveur, c'était une faveur qui lui était accordée. Et on lui posait les questions comme pour lui dire, bon ben, maintenant, qu'est-ce que tu penses quand même de ça? Ce discours a disparu. Nos chefs d'État peuvent être interrogés ou bien interviewés dans des conditions où ils restent dans leur stature et par des Africains. Vous venez par cette interview de casser un mythe. Ce n'est pas parce que ça n'avait pas été fait par le passé, mais c'est que la récurrence avec vous et le niveau avec lequel vous avez abordé cette autre interview montre que les Africains sont capables de faire les choses par eux-mêmes. C'est d'abord la première des choses. La deuxième, c'est le déroulé de l'interview. Président Faustin-Archange Touadéra, quand vous dites qu'il n'a pas eu au préalable de conducteur, Rien. c'est encore dire que même dans le spontané, il est aussi intéressant que lorsqu'il se prépare. Pourquoi? Parce qu'il a répondu
à l'ensemble de vos préoccupations, de nos préoccupations, parce que vous portiez les préoccupations légitimes du peuple. Et la première, vous avez très bien introduit, M. Boni Ebumbu, la question de la sécurité. Elle est très importante, elle est fondamentale. Si vous voulez la notion d'État, au sens d'abord premier du terme, la notion d'État ne peut pas s'entendre sans le concept de souveraineté. C'est-à-dire, lorsque vous abordez la notion d'État, il y a une notion consubstantielle qui jaillit, c'est la souveraineté. Or, la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est 4 critères. L'indivisibilité, l'inviolabilité, l'inaliénabilité et l'individualité. Les 4 critères. Ça veut dire que l'État ne peut pas être divisé. L'État, donc, on ne peut pas annexer une partie de l'État. L'État n'est pas aliénable, c'est-à-dire que l'État ne peut pas être sous le contrôle d'un autre État. L'État doit être individuel, c'est comme une personne. L'État, c'est un individu qui se prend comme un corps. Et l'État a donc des droits et des devoirs. Le premier devoir de l'État, c'est la sécurité. Cette sécurité engendre les conditions économiques qui favorisent le vivre ensemble. Regardons l'État de Centrafrique avant le président Touadéra. Tout à l'heure, vous avez très bien, M. Wumbu, présenté la situation. On avait un territoire qui était presque 40%, qui était à 40% administré par l'État, et le reste, parfois on parlait même de 30-25%. Ça dépendait des performances de l'armée et des groupes rebelles qui foisonnaient. Et pourtant, vous remarquerez que pendant cette période, le trafic des matières premières en Centrafrique, de manière paradoxale, ne baissait pas. C'était plutôt une situation au détriment de l'État centrafricain et qui empêchait son décollage économique. D'ailleurs, vous avez vu, ça permettait de répondre facilement à la question quand vous avez demandé le blanchiment d'argent. Il vous a demandé, mais qu'est-ce qu'on va blanchir en Centrafrique? Soyons sérieux. C'est quoi? Ça sera dans la vente d'oranges, ça sera dans la vente de piments, ça sera dans la vente de tomates. Dans quel commerce est-ce que vous comptez blanchir ou bien dans quelle industrie? Donc, les conditions de développement économique n'étaient pas réunies. Et le président Touadéra a réussi à créer les conditions. Il y a l'autre question qui a été posée sur l'embargo. Alors, cette question est complémentaire à la notion de sécurité. Parce que sur cette question, il explique très bien qu'il y avait un embargo sur l'État qui ne pouvait pas importer du matériel militaire. Mais les groupes rebelles, quant à eux, ont constaté qu'il n'y avait aucun embargo à leur niveau. Parce qu'ils étaient requinqués avec du matériel de très haute qualité, très performant. Et parfois, ils réussissaient à faire fuir l'armée régulière parce que dotés d'un matériel de technologie avancée. Cette situation-là aujourd'hui n'existe plus. L'équilibre, ou du moins l'inversion du rapport de force a fait que l'État centrafricain a pu monter en puissance. Et vous avez noté, même si le président ne l'a pas signalé, il a beaucoup parlé des partenaires. Il est resté assez général là-dessus, parce qu'il y a aujourd'hui quand même une perception qui permet de créer une attrition sur le gouvernement centrafricain des partenaires de cet État, justement. Or, ces partenaires sont le principal moyen par lequel l'État centrafricain a réussi à inverser ce rapport de force. Par exemple, la notion d'embargo. Comment est-ce que l'État centrafricain a pu, vous avez vu pendant le journal tout à l'heure, on parle des Albatros L29 qui sont arrivés. Ces avions qui sont aussi des chasseurs, ils sont arrivés en Centrafrique. Mais comment? On sait tous que cela est venu du partenaire russe. Le nouveau matériel militaire est venu du partenaire russe. Si le président centrafricain, le président Touadéra, n'avait pas eu le courage d'aller chercher un partenaire audacieux, capable de l'accompagner dans les efforts de sécurisation, ce pays serait encore dans la situation d'avant sa gestion. En fait, sans le dire, le président Touadéra est resté très diplomate, mais
Il a aussi montré dans cette interview qu'il assumait les choix qu'il avait réalisés. Très bien. Merci Jonathan Batengeli. Alors je me retourne vers Boni et Boumboum. Sango Coin, un défi osé, mais un challenge à relever. Comment est-ce que vous appréciez l'approche du président? Je vais revenir sur le Sango Coin. Je crois que Bachir, il est très important dans ce décryptage, n'est-ce pas, que la question sécuritaire fasse l'intérêt majeur de notre conversation. Au-delà de ce que nous avons fait le constat à l'arrivée du président Touadéra, de ce qu'il y avait une situation sécuritaire, je dirais, catastrophique. J'insiste sur ce mot, parce qu'il est important pour la communauté nationale et internationale que de comprendre d'où est partie la République centrafricaine. Il s'est posé, bien évidemment, le problème du choix stratégique qui devait accompagner la République centrafricaine dans son retour à sa souveraineté. Il est d'une évidence que la République centrafricaine a toujours eu, comme la majorité des pays francophones, une relation privilégiée avec la France. Mais il s'est également trouvé que la vision du président Touadéra a été celle que de dire qu'il faut ouvrir les partenariats, aller dans la diversification des partenariats et dans ces partenariats sur les questions sécuritaires, sur les questions économiques, y aller sans tabou. Il y a assez de place pour tout le monde en République centrafricaine. Vous avez des pays qui ont une expertise dans le domaine de la sécurité, reconnue mondialement. Et deux pays, en somme, se remarquent pour ces questions, Israël et la Russie. Oui, tout à fait. La Russie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Donc, à partir de ce que la Russie, qui a une vieille relation avec la République centrafricaine, s'est retrouvée à comprendre effectivement la vision du président de la République, à comprendre à partir de cette vision l'identité des besoins et à formuler à partir de ces besoins une riposte qui était voulue par le président, mais par le peuple centrafricain. Parce qu'on parle du président, mais le président tire effectivement sa force de ce qu'il a un peuple qui, en toute légitimité, l'accompagne. La force du président ne n'est pas effectivement de son regard simpliste à l'idée qu'il y a des problèmes et qu'il y a des solutions à trouver. On a donc, à partir de là, eu un président qui, par son leadership, a trouvé le meilleur des partenaires sur l'instant qui pouvaient l'accompagner. Il ne faut pas oublier que l'Afrique a été très présente aussi dans cette reconstruction de la souveraineté. Le Rwanda est un pays qu'il faut largement saluer. Et au-delà, bien évidemment, la sous-région a été aussi en participation, et bien au-delà de la sous-région, d'autres pays qu'on ne peut pas lister. Mais voilà, donc derrière cela, il n'y a pas eu de naïveté, parce que je crois qu'il y a souvent ce réflexe pavlovien qui consiste à croire que les solutions arrivent uniquement qu'à partir de ce que, par un claquement des doigts, on les a imposées, ou en tout cas on les a proposées. Le président a assumé un leadership. Et je crois que vous êtes à savoir que si aujourd'hui on parle de souveraineté retrouvée, si on parle d'une intégrité territoriale de la République centrafricaine qui se regagne fortement, c'est parce qu'il y a une énergie qui a été effectivement propulsée par le président. Et cette énergie propulsée, Bachir, bien au-delà de ce que nous avons connu en début d'année. Vous vous souvenez qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation, et une forte tentative de déstabilisation des institutions. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment qualifier ce que certains sont à vouloir reprocher au président. Qu'est-ce que la communauté internationale pourrait être à reprocher à un président qui, d'une certaine manière, a été élu pour protéger son peuple, a été élu pour permettre à son pays, à ce peuple-là, de jouir d'une autodétermination qui fait la vocation de l'indépendance et, bien évidemment, d'accompagner son peuple dans le redressement économique. Alors, 6 années, Boni et Boumboum, 6 années quand même à se battre, à batailler pour demander la levée de l'embargo afin de sécuriser comme il se doit le pays. C'est assez long, mais pour quel résultat aujourd'hui? Bachir, qu'est-ce qui fait l'idée de l'embargo? Il faut bien qu'on soit notionnel.
pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on impose un embargo sur la République centrafricaine? Parce qu'on se trouve dans une situation où, comme je le disais tout à l'heure, c'est un État fantôme. Oui. Il y a, à partir de l'idée de l'embargo, la communauté internationale qui souhaite contrôler la circulation des armes dans la République centrafricaine par le mécanisme illicite qui a été proposé. Il y a le combat que la communauté internationale suppose contre les groupes armés. Et il y a bien évidemment le volet sécurisation même des armes. Parce qu'à partir du moment où, pour être dans l'illustration, vous avez des armes qui sont dans des soutes qui ne sont plus sous le contrôle de l'État et que les groupes rebelles, et au-delà des groupes rebelles, certaines personnes sont dans une manipulation directe de ces armes, il est évident qu'il faut restructurer cela. À un moment donné, je crois que tout le monde pouvait être d'accord sur l'idée d'un embargo. Mais cet embargo valait pour que l'État puisse se reconstruire et que l'État puisse retrouver effectivement l'idée de ce rapport de force qui lui valait d'être, lui, en qualité d'une de ses fonctions essentielles, qui est celle de la protection de son territoire, de ses populations, et non pas que ce rôle soit celui que les groupes rebelles ont eu avec la concordance de certains moyens et de certains pays. Pourquoi justement cet embargo n'a pas eu d'effet sur ces groupes rebelles? Mais tout simplement parce que nous sommes dans le cynisme. Et que dans les relations internationales, il faut bien intégrer la dimension du cynisme des États. Disons-le clairement. À un moment donné, vous s'est retrouvé en République centrafricaine dans une situation qui valait pour que l'armée soit moins dotée que les groupes rebelles qui étaient, eux, effectivement, non dépositaires de la question qui valait pour beaucoup à commentaire sur les droits de l'homme, notamment. Hein? Les groupes rebelles se sont retrouvés plus favorisés que l'État, avec moins de responsabilités que l'État dans ces questions qui relèvent, n'est-ce pas, des domaines qui sont spécifiques et régaliens et qui font les fonctions d'un État. Alors, moi, je vous dis clairement que nous avons eu des discussions à un moment donné, le président a eu des discussions à un moment donné avec la communauté internationale et avec les Nations Unies. Mais comment pouvons-nous apprécier une telle disproportionnalité dans l'offre qui était proposée par la communauté internationale? Écoutez, vous êtes l'État, on va progressivement lever l'embargo sous le prétexte de questions techniques à résoudre, mais pendant ce temps, effectivement, les groupes armés se dotent de moyens bien plus raisonnants que ceux de l'armée nationale. Bon, cette disproportionnalité ne peut pas se comprendre. Comment vous appréciez le rôle des A3, ces trois pays africains qui ont quand même milité fortement pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette levée partielle, si on veut, de l'embargo sur les armes? Je pense au Gabon, le Kenya, entre autres, qui siégeaient. Vous avez sur ces trois-là, évidemment, une solidarité qui s'est appliquée. Parce qu'il y a une position de l'Union africaine sur la question de la République centrafricaine. Tout à fait, je crois que le président l'a également. Et au-delà de l'Union africaine, vous savez, les contextes sont les mêmes. Je veux dire, un Kenyan ou un Gabonais comprendra plus les problématiques qui sont posées à la République centrafricaine que certains sont à le comprendre. Je suis d'ailleurs très surpris qu'aujourd'hui, la compréhension évolue de l'Europe s'agissant, n'est-ce pas, du conflit ukrainien. On entend aujourd'hui qui parlent de la souveraineté des États et qui sont sur, bien évidemment, le principe de la souveraineté. Mais il n'y a pas, si vous voulez, un deux poids, deux mesures. La souveraineté de l'Ukraine vaut aussi bien pour la souveraineté de la RCA. La souveraineté de la Russie vaut aussi bien pour celle de la RCA. Et il y a eu des constances sur les questions de souveraineté. La Chine et la Russie sont... la Fédération de Russie sont essentiellement sur ces questions à chaque fois qu'une résolution doit passer et qui contrarie les États africains. Donc je crois qu'il faut saluer bien évidemment cette solidarité africaine notamment et internationale
sur la question de l'embargo. Mais au-delà de la saluer, il faut bien comprendre, encore une fois, que c'était une injustice et que le président n'a eu cesse de plaider pour la levée de cette injustice-là. Voilà. Très important, en tout cas, de le rappeler également. Alors, encore 12 minutes, on peut y arriver. Jonathan Bateguine. Je comprends que M. Boni et Bumbu aient aussi voulu être soft, Oui. mais j'utiliserai un mot panafricaniste. En tout cas, il faut rappeler qu'il est diplomate dans son essence. L'embargo, Oui. c'était pour favoriser le banditisme international qui s'était créé en Centrafrique. Oui. Souvenez-vous du convoi des Nations Unies avec des soldats français, escortés par des soldats français, qui a connu un accident dans une localité centrafricaine. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le... C'était des minerais. Oui. Ce n'était pas... on n'a pas trouvé des soldats blessés, on a trouvé des minerais dans ce convoi. Qu'est-ce qu'on a... c'est un chef de guerre qui a témoigné sur un de vos plateaux, Bachir. Vous vous souvenez un peu de je ne me souviens plus trop de son nom. Non, je ne le citerai pas, allez-y. Ok. Donc ce chef de guerre... Oui. Ce chef de guerre qui combattait dans la rébellion, dans cette interview, dit clairement que les Nations Unies, avec l'avion des Nations Unies, un aéronef des Nations Unies, est venu larguer des munitions et des armes en zone rebelle pour les doter de matériel. C'est les Nations Unies qui sont garantes de l'embargo. C'était dans la période d'embargo. Les Nations Unies sont garantes d'embargo. Mais comment expliquer que, en même temps qu'ils promeuvent un embargo contre l'État, c'est leurs avions qui se retrouvent en zone rebelle à donner le matériel militaire aux rebelles. Oui. Cette disproportion arrangeait bien certains acteurs. Et il faut le dire. Il y a des acteurs comme la France. Quand on parle des soldats français qui escortaient le dit convoi, qui a connu un accident avec des minerais. Ça veut dire que c'était une situation où il fallait créer des zones d'ingouvernabilité. Oui. Et dans ces zones-là, pirater les ressources de la Centrafrique. Et c'est ce qui se faisait. D'ailleurs, quand les douaniers russes ont apporté leur soutien à la douane centrafricaine, qu'est-ce qui s'est encore passé? On a intercepté des cargaisons qui sortaient des zones contrôlées par les Français. Il y a eu, sur la Centrafrique, l'expérimentation du pillage. Et quand nous disons du pillage promu par les États dits puissants, mais, qui sont en fait des États que nous considérons comme des prédateurs, s'il faut être soft, mais en fait qui pratiquent le banditisme international, et nous serons pas tendre là-dessus, parce que c'est une chose qui est avérée. Aujourd'hui, les États-Unis pratiquent la même chose en Syrie, où ils piratent le pétrole syrien qu'ils font transiter par l'Irak et ils ramènent avec leurs tankers chez eux. Les Français vont envoyer une légion étrangère au Yémen pour faire la même chose. Parce que là-bas, il y a les champs gaziers qui ne sont plus sous le contrôle des forces gouvernementales ni des forces outils. Ils veulent créer une zone là-bas qui ne sera pas contrôlable, à partir de laquelle ils vont s'approvisionner en gaz. Le président Biden a donné son accord pour cette opération il y a de cela 4 jours. Voilà le mécanisme par lequel ces gens s'enrichissaient en Centrafrique. Et quand ils avaient voté l'embargo, c'était simplement pour que l'État centrafricain, puisque ça échappait déjà à leur lieutenant sur le terrain Bozizé, puisque c'était en train de lui échapper entre les mains, ils se sont dit, non, il ne faut pas qu'un autre acteur arrive avec des velléités de contrôler cette affaire. On va lui enlever ses moyens. Et on va voir comment ils vont se gérer. Voilà, c'était un gros piège pour les successeurs de leur larbin qui était en train de quitter. Madame Samba Panza, quand elle est arrivée, vous vous souvenez de l'incident? Grondée par le ministre Le Drian pour qu'elle signe un accord factice. Voilà les véritables comportements les véritables motivations qui étaient derrière cette histoire. Les États prédateurs avaient fait de la Centrafrique leur chasse gardée. Aujourd'hui, le président Touadéra, quand il restaure l'autorité de l'État, il gêne leurs intérêts. Regardez l'attrition médiatique qu'il a subie dans les médias du Quai d'Orsay.
On a présenté le dialogue national, on a voulu torpiller le dialogue au Soudan, les accords de Khartoum. Oui. Ils ont tout fait pour dissuader les chefs rebelles de ne pas y aller. Ils ont même créé une organisation. Désormais, Bozizé est devenu le patron. Lui qui est recherché par les tribunaux internationaux, reconnu suspecté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lui qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international et qui est recherché également par les autorités centrafricaines, à qui le président Touadéra a même encore accordé des situations, une situation extraordinaire on va dire sa mansuétude, parce qu'il a pu venir sur le territoire centrafricain pendant l'élection alors qu'il était poursuivi. Un tel individu se retrouve soutenu par la France encore pour créer le chaos en Centrafrique. Effectivement, quand M. Boni parle d'une tentative de déstabilisation qui a secoué, c'était M. Bozizé et son ami Ali Daras qui est devenu son général, hier qui était son adversaire. Des coalitions étranges constituées par des malfaiteurs instrumentalisés par la France. Aujourd'hui, le partenariat qui fait mal à la France, parce que c'est ça qui crée la trition contre les efforts du président Touadéra de ramener la sécurité, c'est le partenariat avec la Russie. Pourquoi? Parce que la France considère la RCA comme sa propriété. C'est-à-dire, ils ne considèrent pas la RCA comme un pays avec sa souveraineté. Pour eux, c'est leur propriété. La notion de souveraineté, pour eux, est applicable dans un 2 poids 2 mesures. La souveraineté s'entend en Ukraine comme étant un État qui est inaliénable. Mais pour eux, ils conçoivent la souveraineté centrafricaine comme dépendant de son aliénation vis-à-vis de la domination française. Dès lors qu'elle s'émancipe que ce pays s'émancipe de cette domination, pour eux, elle va s'aliéner d'une nouvelle domination. Voilà l'entendement français de la souveraineté centrafricaine et même des Africains. Parce que pour aller vers un autre maître. Mais c'est ce qu'ils ont vendu comme idée. Regardez beaucoup d'Africains qui croient comprendre les problèmes d'émancipation en Afrique. Ils vous disent, vous allez vers les Russes, vous croyez qu'ils seront meilleurs maîtres que les Français. Tellement ils ont créé l'idée que nous sommes faits pour être esclaves, qu'ils donnent l'image de la Centrafrique comme étant un pays qui est seulement prêt à l'esclavage. Or, le président Touadéra est dans une dimension de libération de son pays qui fait que lui, il envisage la diversification de partenaires comme un principe de coopération internationale. C'est l'affirmation même de sa souveraineté. Ce n'est pas une aliénation à la Russie, c'est une coopération avec la Russie. Tant que le partenaire français n'intégrera pas ça dans son logiciel d'analyse, il aura toujours une vision erronée de ce que la Centrafrique est en train de faire. Merci Jonathan Batengene. Alors on a même oublié qu'il fallait prendre les appelants. En tout cas, tellement ce que vous dites, messieurs, c'est très très important. Alors donnons quand même la possibilité à un ou deux de nos appelants et puis on viendra faire un dernier tour de table si vous le voulez bien. Lamine Diop, il est en attente depuis plusieurs minutes déjà. Lamine, bonsoir cher ami, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Votre régie technique, et puis bonsoir à l'ensemble des deux panélistes, M. Batengene et M. Ebombo. Écoutez, mon cher Bachir, je resterai dans le sillage de ce qui a été dit sur le plateau par les deux panélistes. Et permettez-moi de revenir là-dessus, d'ailleurs, sur cette analyse, sur cette com énergique de Touadéra. Alors, peut-on parler qu'il s'agit d'une défense énergique de son mandat? Écoutez, mon cher Bachir, mes chers panélistes, c'est une défense, si j'ose dire, offensive. C'est les rares fois qu'il s'accorde à un droit d'inventaire et qu'il l'utilise avec vigueur. Le signal positif, c'est qu'il le fait dans des conditions panafricaines. D'un côté, une très bonne interview dans votre chaîne FOYO TV, c'est vigoureux, c'est clair, c'est même assez convaincant, en tout cas assez convaincant pour les panafricains qui sont les téléspectateurs de FOYO TV et ailleurs. Il a deux angles qui sont défendables. D'une part, sa politique, elle est moins belliqueuse par rapport à celle d'Assimi Goïta, par exemple, mais au moins, c'est une politique patriote et panafricaine. Et puis, pour la jeunesse centrafricaine, il a fait beaucoup de choses. Le pays est stable et fiable économiquement. Alors, il énumère les mesures en question
Et puis, contre le néocolonialisme et l'impérialisme français, il a fait un certain nombre de choses, comme le partenariat sécuritaire avec la Russie, il énumère également. Et puis, un autre angle qui est comparer ce que j'ai fait de la Centrafrique actuellement avec ce qu'a été la Centrafrique avant moi. Vous verrez la différence, etc. Et puis, il y a le Sangokoen et le débat sur la révision de la Constitution. Cette volonté de réviser la Constitution centrafricaine et de bypasser les comptes d'opération du Trésor public français avec des recettes issues de ce projet Sangokoen regorge des plans stratégiques, politiques et économiques qui déclenchent déjà des réactions absolument panafricaines et patriotiques. C'était tactiquement prévisible et le résultat de tout ça, c'est que les deux offensives simultanées se consolident l'une l'autre. Mais derrière ça, il y a quand même le message fort stratégique de cette communication, parce que Touadéra est très intelligent et très expérimenté. Il ne peut pas ne pas comprendre que ces confidences vont exactement dans le sens parallèle qu'il essaie de faire avec la volonté d'ouvrir les débats sociopolitiques à propos de la révision de la Constitution centrafricaine, et l'interview donnée à un média panafricain et patriote comme Foyou TV, en gros. Alors, s'il le fait, il le fait probablement avec en tête quelque chose. S'il le fait, c'est que d'un côté, il essaie de mener une offensive, j'allais dire, patriote et panafricaine sur le plan électoral, que de l'autre, il prépare déjà la défensive, plutôt la défense et l'illustration de son quinquennat. D'un côté, c'est 2025, et de l'autre côté, c'est après, car il est bien conscient, s'il quitte le pouvoir à la fin de son quinquennat, actuellement, le travail établi n'aura globalement rien servi. En tout cas, pour l'instant, tout simplement, les hyènes sont quasiment investies devant la maison centrafricaine et prêtes à l'attaque. Donc, disons Bachir, j'en termine là-dessus. Grosso modo, c'est du bon travail, l'interview. Et on encourage fort bien ce genre d'interview donné à des chaînes panafricaines et patriotes et non à des médias internationaux occidentaux, car l'inverse ne se fait pas. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Merci à vous, Lamine Diop. Malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre d'autres appelants. On n'a plus que 3 minutes. Eh bien, je donnerai ces 3 minutes à notre hôte. Bien sûr, Adrien Ebombo. Alors, certainement d'autres choses à rajouter au moment où nous refermons cette autre émission. Oui, Bachir, c'est important et encore une fois, merci. Parce que je crois que l'occasion qui nous est donnée de venir sur ce type d'émission, c'est d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Vous savez, le combat du président Touadéra, c'est le combat de l'Afrique. Et les peuples africains aujourd'hui sont très demandeurs de résultats. Il est important par rapport à, n'est-ce pas, ces demandes, qu'ils soient à même niveau d'information sur ce qui se passe dans nos pays. Tout à fait. Je pense que le président Touadéra, pour la question que vous m'avez posée tout à l'heure et qui concernait la crypto, s'est retrouvé, et c'est de manière inédite, à faire un choix qui comportait des risques. Je ne sais pas combien de présidents se seraient retrouvés à accepter de mobiliser l'ingénierie et l'intelligence communautaire pour arriver à absorber un tel projet. Mais qu'est-ce que le président fait comme constat? Il fait comme constat qu'il nous a été proposé par le monde plus développé que celui de la République centrafricaine, un mécanisme. Et que ce mécanisme marche ailleurs. Et le président, à partir de ce que, il ne faut pas l'oublier, docteur en mathématiques, qui travaille sur ces questions de crypto-monnaie, parce qu'il est dans la méthode quantique, a bien évidemment une appréciation de la question qui est bien plus élevée que la nôtre. On se dit, mais qu'est-ce qui devrait empêcher des investisseurs que de venir s'intéresser à la République centrafricaine à partir d'un mécanisme qui est proposé par le monde et qui est salué aux États-Unis et même en Europe, étonnamment disputé en Afrique, mais salué. La tokenisation des ressources, Et
bien évidemment, je dis, pourquoi ne pas aller vers cette voie? Oui. Toute la gesticulation que nous avons autour consiste essentiellement à vouloir protéger certains intérêts contre, bien évidemment, l'émanation d'une idée qui est novatrice pour l'Afrique. C'est un précurseur, et il faut le saluer comme ayant installé dans une sous-région qui est très difficilement manœuvrable, l'idée d'une nouvelle formule. Oui. Ça, il faut le saluer, ça relève d'un leadership. Oui. Maintenant, je voudrais vous dire qu'il est très important aussi de revenir sur la question de l'exercice du pouvoir. Parce que on a parlé de la question de la Constitution. Oui. On est sur l'idée de la modification de la Constitution, pas d'une révision de la Constitution. L'idée de la modification de la Constitution naît de quoi? Quel est l'héritage de la Constitution de 2016? Dans quel contexte la Constitution de 2016 a été rédigée? Dans quel état se trouvait la République centrafricaine? Et pour qu'en 2016, on soit aujourd'hui à se dire que c'était la meilleure des constitutions. La Constitution, c'est la mère des lois, mais elle n'est pas immuable. Elle s'adapte en fonction du temps, en fonction des événements. Et je crois qu'il est aujourd'hui important que de travailler pour le peuple centrafricain à cette question. Et je vais vous demander simplement, très rapidement, quelle est la formule plus démocratique qui soit que d'aller vers le référendum? Citez-moi dans aujourd'hui l'histoire contemporaine des États africains, celles et ceux qui ont utilisé le référendum pour aller vers la modification de la Constitution. Il y en a très peu en tout cas. Je crois que cet exemple-là est... Voilà. Et sur ce point, je voudrais qu'on salue, bien évidemment, le président Touadéra comme étant l'un des présidents les plus démocrates qui soit dans l'exercice du pouvoir. Le président Touadéra n'a pas un exercice du pouvoir à la verticale, il a un exercice du pouvoir à l'horizontale. Et il tire toutes ses forces de ce qu'il a une relation saine avec son peuple. Quand j'entends certains qui sont à parler de légitimité, vous savez pourquoi? Très rapidement, parce qu'il nous faudrait 10 émissions pour conclure. Pour conclure, c'est donnez-moi une seconde. Alors, juste une seconde, puisque là, on va rentrer dans le temps du grand journal. Allez-y, en quelques secondes, je vous en prie. Pourquoi est-ce que nous avons fait en Europe l'idée de ces mandats qui étaient limités? Mais c'est parce que dans ces pays, il y avait une recherche à la question de la légitimité versus la légalité. Quand je parle de recherche, c'est que nous avons constaté en Europe que les gouvernants en Europe n'avaient plus la légitimité au-delà de l'élection qui leur permettait d'avoir cette légalité. Et pour donner un souffle à leur démocratie, ils ont été dans le concept ou dans l'idée d'une limitation des mandats pour redonner une appétence au peuple sur les questions politiques. Juste une chose, qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que de laisser le peuple choisir et de laisser ce peuple-là aller vers la restitution de ce qu'on. Merci en tout cas. Difficile de vous retirer la parole tellement ce que vous dites est important. Joe, souffrez que nous revenions vous et moi. Monsieur Bombo a raison, Bachir. On pourrait ajouter une chose sur la Constitution. Oui. Vous parlez même de modification, c'est nous, dans les développements, nous sommes arrivés à la solution suivant laquelle il fallait même une nouvelle constituante, parce que vous avez bien fait d'évoquer les conditions de la constitution de 2016. Merci. Très cher Jonathan Batengene, merci à Adrien Boni et Bumbu, merci à toute l'équipe qui a permis à ce que cette émission soit ce qu'elle est. Un grand merci à l'équipe du journal qui nous a donné quand même 3 petites minutes. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyo Média.